préfabriqués. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les systèmes à mur porteur préfabriqués de manière complète et semi-préfabriqués, tels par exemple les prémurs et les variantes de prémurs. Donc comme on avait vu ici les caractéristiques de ces murs, donc ils sont soit pleins en béton armé, soit euh, exécutés en deux lamelles telles que les prémurs notamment, isolés ou non. Leurs dimensions sont souvent de l'ordre de 6, 8, voire même 10 mètres de longueur. Les hauteurs sont souvent calpinées suivant la hauteur d'étage, à savoir entre 2 mètres, 2 mètres 60 et 3 mètres, 3 mètres 20 grand maximum. Leur épaisseur dépend forcément des exigences qu'on attend du mur. S'il est par exemple au niveau d'un mur coupe-feu, il a une épaisseur certainement plus conséquente. S'il est mis au niveau d'un noyau central type cage d'escalier ou même ascenseur, là il y a une stabilité déjà plus conséquente avec aussi une épaisseur mise en fonction. Si c'est un mur mitoyen, on pourrait imaginer intégrer à l'intérieur un système d'isolation acoustique avec un panneau d'une densité différente du béton. Donc tout peut être envisagé du point de vue de la construction. Principalement, ces panneaux sont utilisés soit pour du résidentiel, mais bien attention qu'il faut aussi voir que les prémurs peuvent être aussi utilisés en non résidentiel, ça peut être tout à fait aussi envisageable, ainsi que les murs en béton peuvent être aussi envisagés pour du non résidentiel aussi. Donc on spécifie bien que c'est principalement utilisé pour les logements et appartements, mais ce n'est pas tout le temps le cas. On peut avoir bien évidemment des utilisations spécifiques. Alors le premier système qu'on avait vu ensemble était le système à murs intégraux. Donc là en fait c'est un système de murs où tous les murs, intérieurs comme extérieurs, sont préfabriqués en béton armé. On le voit notamment ici, ça peut être pour une maison unifamiliale où là vous voyez même les pignons sont préfabriqués. On a ici les bases de la construction d'un immeuble à appartement et là aussi tous les murs sont numérotés, préfabriqués et étançonnés. Donc il faut bien comprendre que avant que le plancher ne soit fixé, on règle tous les murs de niveau grâce aux étais, on les fixe et une fois que ça est fait, on vient placer le plancher dessus. Alors on n'est pas obligé de faire ça uniquement pour des maisons unifamiliales, on peut faire ça pour des immeubles. Ah voilà, une vingtaine d'étages, bien évidemment, c'est tout à fait réalisable, tant que l'épaisseur des murs inférieurs sait reprendre la charge verticale de tous les étages, il n'y a pas de souci. On voit aussi souvent qu'en fait, quand on utilise un système préfabriqué à mur intégral, en fait, on essaye de respecter une même distance entre pièces. Donc on voit ici, sur ce bâtiment appartement, qu'on a calpiné vraiment l'entièreté des cellules, les unes à côté des autres, à des dimensions équivalentes, et qui se ressemblent les unes par rapport aux autres. Le système aussi qu'on peut avoir là-dessus, c'est un système un petit peu mixte, donc à savoir on a en façade ici apparente des voiles en béton architectonique, donc ce sont des voiles avec une finition déjà établie dessus, qui sont porteurs ou non. Ici on le voit que ce sont plutôt les systèmes de pignons qui sont eux porteurs, déjà un petit peu plus épais, on le voit là par rapport à la façade ici n'est pas porteuse. Et on a à l'intérieur ici, au niveau presque du noyau central, on a un mur qui est un mur de refend porteur et qui va permettre l'installation des éléments de plancher qui vont porter de ce mur refend à notre pignon. On voit ici. Alors le deuxième système qui n'est pas nécessairement donc le système de mur intégral, c'est le mur enveloppe. Alors le mur enveloppe, lui, c'est vraiment un système où les panneaux de façade sont les panneaux portants. Et c'est eux qui vont porter l'élément de plancher d'une façade à une autre. Maintenant, il arrive parfois sur certains bâtiments que la façade, par rapport à celle derrière, est un petit peu trop grande en distance. Donc dans ce cas-là, on va essayer de complémenter par deux possibilités l'intérieur du bâtiment. On peut faire un complément avec un système d'ossature, qui est un système par colonne et poutre, pour pouvoir diviser la portée du roulis en deux. Ou alors, si on ne veut pas travailler avec un système d'ossature, on travaille avec un système de mur intérieur porteur. Donc là, on est dans un système quasi presque mixte. Donc on est dans un système de mur enveloppe, où c'est quasi presque toute l'enveloppe du bâtiment qui porte. Mais parfois, si la distance des roulis est trop grande, on couple ça par soit une ossature ou un mur intérieur portant.
On essaye la plupart du temps dans ce mur enveloppe d'essayer de travailler avec des panneaux sandwich. Alors un panneau sandwich c'est quoi? C'est un panneau qui est composé de trois éléments. Un premier élément qui est la lame béton portante, le deuxième élément qui est l'isolant que l'on voit ici, et enfin le troisième élément qui est la façade de finition. Donc là on va voir, en fait c'est pas très compliqué à comprendre. On a la finition, l'isolant et le système porteur. Comment est-ce qu'on fait la jonction entre les deux? Ben, on va voir que la plupart du temps il existe trois types d'ancrage que je ne définis pas complètement ici et qu'on aura l'occasion de définir ensemble dans les leçons suivantes. Mais pour vous donner déjà une première approche idéologique, ben on voit comme ceci ici, une première accroche qui est une sorte d'épingle qui vient accrocher l'armature qu'on pourrait avoir dans une finition un petit peu plus épaisse au niveau extérieur. Sinon il existe des systèmes de suspente où là c'est juste l'aspect de finition qui est mis en suspente. Pour avoir peut-être plus de détails là-dessus, si vous souhaitez en avoir, il suffit d'aller sur internet. Donc vous allez sur le site de la Fédération belge de béton, donc c'est la FEB, et là vous allez voir en fait que vous avez l'icône fabricant, donc vous cliquez simplement dessus, et en cliquant dessus vous allez avoir une liste de fabricants qui produisent des éléments en béton pour soit le domaine de l'infrastructure, du bâtiment ou même du béton architectonique qui est nos éléments de béton qu'on souhaite ici. Donc nous si on va regarder les façades en béton, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait ici qu'il existe plusieurs fabricants en Belgique avec chaque fois leurs coordonnées. Si je prends ici chez Decomo, on va prendre chez Decomo. Qu'est-ce qu'on voit chez Decomo? On a l'adresse et les coordonnées. Et sur ce site, en fait, vous allez avoir ici un lien qui est plutôt, on va le remettre en français, qui est le téléchargement. Alors là, quand on voit le téléchargement, vous avez ici les produits en 3D. Donc ça, c'est bien pour vous donner déjà une idée du produit en 3D. Et vous voyez là-dessus, on voit éléments sandwich porteur, éléments sandwich superposé et éléments sandwich suspendu. Si je prends le premier élément sandwich, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez la possibilité d'avoir sous un fichier PDF la vue en 3D de ce mur pour vous faire comprendre comment est composé le mur. Et c'est très facile parce qu'au moins comme ça on a une vision de ce qu'est défini par rapport à ce mur, l'entièreté des composants. On va le voir ici. Donc vous voyez le mur, si je zoome comme ceci, voilà. Alors, on va avoir en premier lieu donc derrière ici avec une console l'élément en béton en bleu un peu foncé. Donc c'est celui-ci, c'est cet élément-ci qui grâce à la console va supporter l'élément de plancher. Et vous voyez au-dessus, il y aura encore une chape de compression à replacer dessus. En mauve, il y a forcément l'isolant, tel que je vous l'ai montré sur la photo juste avant. Et en brun clair, ici, c'est l'élément de façade tel que l'on observe au niveau de la finition et que vous n'avez plus qu'à choisir dans un certain nombre de catalogues. Alors en dessous, vous voyez, il y a les deux cheminées en brun. En fait, ces deux réservations servent à venir insérer dedans les armatures en acier qui proviennent du panneau inférieur. Donc c'est uniquement une réservation qui est utilisée pour stabiliser. C'est ce qui s'appelle notre chaînage vertical. Alors après, vous en avez sur le site de chez Decomo d'autres possibilités. Vous avez, comme je vous ai expliqué, les éléments sandwich superposés et suspendus, qu'on verra encore dans le reste des slides. Donc, je vous ai parlé du système de mur intégral, le mur enveloppe. Alors, on peut faire une sorte de combinaison, pas nécessairement des deux systèmes, quoique, mais vraiment une combinaison de systèmes dans le sens où on peut faire au niveau inférieur un système de construction par ossature, donc qui sert plutôt pour un parking, comme on le voit ici. Et au niveau de l'étage, on peut faire tout simplement un système de construction par voile intégrale ou en mur enveloppe, ça c'est comme on le souhaite. Donc les deux sont bien évidemment faisables. Au niveau des noyaux centraux, là en fait, comme ce sont des murs qui reprennent relativement beaucoup de charge, la plupart du temps, on essaiera de le faire en voile préfabriqué plein, avec forcément les armatures qui dépassent ici pour reprendre les éléments supérieurs.
On peut les faire en pré-mur, c'est pas interdit, mais je veux dire, on n'est pas aussi sûr alors dans ce cas-là de la qualité du bétonnage et de la vibration de ce bétonnage. Donc c'est pour ça qu'on préfère, je dis bien on préfère, c'est pas une obligation, mais on préfère venir placer ces éléments en mur plat. Vous voyez ici, bien évidemment, comme je vous avais parlé, le système de chaînage vertical. Ces murs reprennent bien évidemment beaucoup de charge. Comme au niveau des ossatures et des halls industriels, on retrouve un petit peu les différentes dimensions qu'on peut avoir là-dessus, avec les murs, les refends et les planchers. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait la longueur souvent des panneaux correspond souvent la plupart du temps à la longueur maximale des planchers. C'est souvent dans la moyenne une valeur comprise, comme vous le voyez, à 6 mètres. C'est déjà relativement très bien au niveau des longueurs. Maintenant on peut aller chercher avec les dalles alvéolaires déjà d'une épaisseur un peu plus grande, des grandeurs un petit peu plus importantes, 8, 10, voire 12 mètres. Dans la normalité, ça se fait pour des immeubles à appartements dans le résidentiel. Au niveau donc, de la longueur même de l'élément qui reprend plus un refend, là en fait, on est dans un système plus où la dimension se situe entre 4 et 6 mètres. Pourquoi plus? Ça deviendrait compliqué au niveau des efforts latéraux qui reviennent dessus. On peut voir sur les deux illustrations qu'en fait les efforts latéraux ont besoin d'être repris. Et donc cette déformation va devoir être reprise d'un point de vue de la stabilité par soit un noyau, qui est un noyau central ou autre, ou un passage de gaine technique si on veut, ou alors par des murs de stabilité, qui sont des murs perpendiculaires à cet élément-ci. C'est très facile à comprendre, c'est que en fait, pour pouvoir avoir ces murs, on doit subdiviser la longueur C1, C2 ou même C4 par rapport à la longueur C, qui peut avoir une valeur maximale de 12 mètres, mais c'est vraiment la partie la plus importante dans ce cas-là. Pour les hauteurs, là on retrouve des hauteurs d'étage classiques comprises en 2,80 et souvent 3 mètres, 3 mètres 20. Ici on vous dit en 2,60 et 3 mètres 30, c'est plus ou moins la hauteur générale qu'on peut avoir pour ces murs. Alors, avant de passer comme il est mis ici aux actions, je vais vous montrer comme ceci, comme vous le voyez, des systèmes un petit peu plus design. Partie qui est faite soit en full préfabriqué ou semi préfabriqué. Donc on a l'impression que cette maison est royalement suspendue. Or, bien évidemment, c'est l'atout du béton qui permet de le faire dans ce cas-là. Donc ça, vous voyez, c'est une villa quand même relativement contemporaine avec une recherche architecturale un petit peu plus poussée quand même que d'habitude. Donc là, vous voyez, on est sur une résidence quand même relativement design, avec une toiture plate, des grandes baies vitrées qui arrivent et qui sont vraiment faites pour les structures autoportantes en béton, bien évidemment préfabriquées. Comme vous le voyez ici, vous voyez la taille des murs qui ont été posés à l'intérieur. Donc vous voyez par rapport à la taille humaine, c'est quand même déjà quelque chose de conséquent. On voit d'ailleurs ici sur l'illustration les armatures d'attente, ainsi qu'ici. Donc là, il vous montre le système par rapport au vitrage intégré vis-à-vis donc des balcons, avec donc la sortie évacuation d'eau qui est située intégrée par rapport aux éléments. Voilà ici le résultat fini, qui est un résultat tout à fait correct. Donc vous voyez que c'est tout à fait faisable de passer par des façades en béton plein en amenant un côté architectural. Donc ça c'était une première partie que je voulais vous montrer donc ici là-dessus. Après je voulais aussi vous montrer qu'il existait, donc ça c'est chez Cobatim, c'est aussi un autre site que vous retrouverez sur le site de la FEB, où là il y a possibilité d'avoir un petit peu plus de détails techniques, notamment au niveau des voiles porteurs. Donc là on est sur une résidence près du stade de foot de la ville d'Ostende, qui est situé juste ici, le stade de foot de la ville. Alors là vous voyez donc presque l'entièreté quasi de ce bâtiment a été fait à l'aide de voiles porteurs préfabriqués.
Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces voiles porteurs préfabriqués, on revoit ici l'entièreté des barres d'armature qui reviennent et qui servent de chaînage vertical par rapport aux panneaux qui reviennent dessus. Donc vous avez des illustrations, là on voit bien le système avec les poutres de plancher qui interviennent dessus. On a les systèmes de murs préfabriqués qui reviennent les uns sur les autres. On a une vue à l'intérieur même au niveau de la densification des murs qui sont posés les uns sur les autres. Donc là vous voyez que ça peut tout à fait être envisageable au niveau même des structures. Donc par rapport à ces voiles dits préfabriqués pleins. Il y a aussi ici une autre possibilité par rapport aux murs pleins, c'est les abattoirs d'Anderlecht. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des systèmes de voiles qui sont un petit peu plus spécifiques au niveau des formes et qui reprennent exactement les mêmes systèmes de charge. Donc voilà, c'était pour vous montrer différents systèmes qui existent par rapport donc, à l'utilisation de ces murs en béton. Au niveau des actions maintenant que reprennent ces murs, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme charge? En fait, il y en a de trois types. Ces charges, d'abord les premières, c'est les permanentes, on va dire les poids propres des éléments qui s'appuient les uns sur les autres, avec sur ces éléments, notamment au niveau des planchers, qui reviennent s'appuyer sur les murs, il y a les surcharges, les charges mobiles ou charges variables. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est toutes les actions qui sont, on va dire, variables, même que ce soit au niveau du temps et au niveau de leur intensité. Ça peut être le vent. Ça peut être des actions qui vont dépendre du placement de l'élément propre sur le chantier. Et ça, c'est des excentricités de placement, qui dépendent forcément de la manutention. La non-verticalité du mur, ça dépend au niveau même de la production en usine. C'est cette différence qui va faire en sorte que ça amène des instabilités au niveau des voiles les uns sur les autres. Et enfin, les actions accidentelles, c'est la troisième type de charge qu'on aurait à faire. C'est des charges explosives, c'est des charges d'impact sur par exemple une voiture qui viendrait s'encastrer sur une façade. Donc ça, ce sont des charges accidentelles dans lesquelles il faut faire face et il faut envisager pour garantir bien évidemment la stabilité. Alors au niveau de la première action que l'on a, on va essayer de comprendre ces actions au niveau de la masse propre des éléments. On a ici, comme vous le voyez, la flèche qui est entourée en orange, qui est la réaction d'appui des murs ou du mur qui est situé en dessous de ce mur-ci. Donc, par rapport à cet axe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lors du montage, on peut avoir un petit peu décalé le panneau supérieur. Si on le décale, lui, il a toujours son poids propre, mais s'il est décalé, il est décalé d'une certaine distance, qu'on appellera E, l'excentricité, G pour le poids propre. Donc, par rapport à l'axe où s'applique la réaction d'appui, on aura un léger décalage de ce poids propre. Mais on aura aussi vis-à-vis des éléments supérieurs, NS, c'est quoi? C'est les charges de tous les éléments supérieurs qui sont au-dessus de notre réaction d'appui, ainsi que du mur qui vient directement s'appuyer dessus. Donc on a l'ensemble de ces charges qui, elle aussi, est bien évidemment décentrée, d'une excentricité ES. Et troisième charge qu'on a par rapport à ce schéma-ci, c'est G et Q. G, en fait, G, c'est le poids propre de notre élément de plancher qui vient s'appuyer sur notre panneau. Et Q, c'est simplement la surcharge qui pourrait venir s'appliquer sur ce plancher. Eux aussi sont, par rapport à l'axe ici, excentrés d'une certaine distance F. Mais qu'est-ce qui va se produire réellement? En fait, ça veut dire que par rapport au panneau inférieur, quand il va recevoir la charge, il ne va pas recevoir uniquement qu'une charge verticale. Il va recevoir, en plus de ça, dû à l'excentricité de toutes ces charges, des moments. Puisqu'une charge, une force fois une distance, ça crée un moment. Et donc ces trois charges, prises l'une avec l'autre vis-à-vis de leur excentricité, vont engendrer des moments dans les panneaux inférieurs. Et ces moments, nous, comment est-ce qu'on va être capable de les quantifier ou de donner une valeur à cela? On va se dire qu'en fait, grâce à toutes ces actions
verticale N, on va avoir quoi? Ben, on va avoir une force horizontale qui matérialiserait en quelque sorte l'effet de moment que donneraient les panneaux supérieurs avec leur charge et leur excentricité. Et donc, cet effet de force horizontale va avoir tendance à déformer notre panneau. Donc si je vous le dessine ici, on pourrait imaginer, de manière assez simple, un voile qui serait donc plus ou moins droit, comme ceci. Je dis bien plus ou moins. On aurait vis-à-vis d'une charge qui viendrait donc s'appuyer dessus, forcément, si elle est excentrée par rapport à l'axe du panneau, on va avoir un moment qui va avoir tendance à faire quoi? À nous donner une légère, je dis bien légère, déformation de notre voile. Et en fait, c'est comme s'il y avait une action horizontale qui pousserait dessus. Et par le fait de pousser dessus, ça amènera dans un sens, ici, de la traction, et dans l'autre sens, ça amènera de la compression. Donc vous voyez qu'en fait, le fait qu'il y ait des moments qui interagissent au niveau supérieur, ça crée une flexion dans notre panneau, et donc ça crée des efforts de traction et de compression sur une face et sur l'autre, et c'est dû à ces efforts de traction qu'on doit armer notre voile pour pouvoir lui permettre de reprendre ses efforts. C'est ça l'intérêt ici du système. Ça va? Donc pour prendre en compte cet effet d'excentricité de charge qui amène des moments, on considère une force horizontale qui serait plus ou moins 1% de l'entièreté des charges verticales qui s'appliqueraient sur notre panneau. Et ça, cet effet horizontal provoquerait bien évidemment une flexion qui engendrerait l'armement de notre panneau et la présence d'armatures en acier. Deuxième action qu'on pourrait avoir ici, c'est les actions dites accidentelles. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme action accidentelle? C'est l'explosion par une charge explosive ou une bonbonne de gaz, j'invente, qui exploserait à l'intérieur du bâtiment. Alors le gros souci qu'on aurait dans ce cas-là, c'est que, en fait, qu'est-ce qui va se produire quand il y aura une explosion? C'est qu'il va y avoir une surpression de l'air à l'intérieur de la pièce. Donc ce qui est possible et envisageable, en fait, c'est d'essayer de trouver une solution qui permettrait en fait qu'un seul panneau soit à la limite moins bien fixé. C'est pas pour ça qu'il ne garantira pas la stabilité de l'ensemble, je vous rassure, mais essayer de lui donner en fait des fixations qui, sous l'effet de la surpression intérieure de la pièce, casseraient. Et en fait, on appellerait ça un genre de panneau sacrificiel. Donc ça veut dire que c'est un panneau qui, à la limite, exploserait et se déboîterait avant les autres pour pouvoir évacuer cette surpression d'air. Ça qui pourrait être intéressant. C'est une des premières solutions qui permettrait, au niveau des attaches, de laisser partir le panneau. Maintenant, je ne dis pas qu'on va laisser partir à 40 mètres et venir aller s'encastrer sur une voirie ou quoi que ce soit, mais essayer simplement de le décaler. Donc déjà de le décaler, et en le décalant, de faire ce qui s'appelle la deuxième action, l'action porte-à-faux. L'action porte-à-faux pour lui permettre de tenir en place. Alors c'est quoi l'action porte-à-faux? En fait, l'action porte-à-faux, c'est pas compliqué. Quand vous avez à un moment donné à la zone A une explosion, tout le bâtiment ne va pas nécessairement s'effondrer. Et ça, grâce à cette action. Comment est-ce que ça marche? En fait, on le voit sur l'illustration, une partie du plancher en B est mis, lui, en porte-à-faux. Et qu'est-ce qui va le faire retenir? En fait, on le voit, dans un plancher, qu'est-ce qu'on va toujours avoir? Quand il est préfabriqué, on va avoir une couche collaborante, une couche de compression, qui, elle, va être armée. Cette couche collaborante va être armée. Et par le fait qu'elle est armée, quand l'élément structurel va être détruit par l'explosion, ce sont ces armatures en acier qui vont reprendre ces forces de tension que l'on voit ici. Et donc, le chaînage transversal, longitudinal, sont les chaînages qui vont nous permettre, à l'intérieur du bâtiment, de reprendre ces actions dites porte-à-faux. Quand on est à la périphérie d'un bâtiment,
quel est le chaînage qui va nous permettre de reprendre cette action porte-à-faux du panneau et du plancher? C'est tout simplement le chaînage périphérique et horizontal. C'est ces deux types de chaînage principaux. Après les autres, longitudinal ici, même ici, interviennent. Mais si on regarde vraiment le schéma ici, c'est surtout le chaînage périphérique et horizontal qui interviennent dessus. Donc là, on voit clairement qu'en fait, que l'action porte-à-faux, ça sert à maintenir la stabilité d'une structure préfabriquée grâce au phénomène de chaînage, qui peut être multidirectionnel. C'est ça l'avantage ici du système. On a notamment l'occasion de le voir malheureusement trop souvent dans des endroits où la guerre sévit, notamment, on peut prendre le cas à l'heure actuelle en Syrie, où on voit des immeubles comme celui-ci qui sont criblés de balles et d'impacts d'obus, et on voit en fait qu'il y a des étages entiers qui reposent simplement quasi dans le vide comme ceci, grâce à la présence d'armatures que l'on voit là-dessus. Donc c'est l'entièreté de ces chaînages qui maintiennent le système en place. S'il n'y avait pas ça, tout le bâtiment s'effondrait en une pièce. Donc ça, c'est les actions sur lesquelles la stabilité doit être garantie. Au niveau des dimensions des murs plats, ces murs plats ont souvent une épaisseur comprise entre, on va dire presque 8-9 cm, qui est l'épaisseur d'une paroi non portante, jusqu'à 24 cm, l'épaisseur d'une paroi qui, elle, est portante. Au niveau de la hauteur, c'est souvent la hauteur d'étage qui est envisagée, c'est une hauteur de 2,50 m, 2,80 m, 3 m, c'est souvent l'idée qu'on se donne, et les longueurs jusqu'à 14 mètres. Au niveau de la jonction, c'est toujours par les joints crantés, donc, qui sont utilisés avec le système de boucle qu'on avait vu donc au chapitre précédent, avec la barre d'armature qui revient faire la jonction entre chacune des parois. En ce qui concerne ici le deuxième type de mur qu'on peut avoir en béton, en fait, c'est des prémurs. Donc le prémur, comme vous le voyez, c'est deux parois en béton dont la classe de résistance est déjà élevée, qui font de 4,5 à 7 cm d'épaisseur et dont le poids se varie souvent plus ou moins à l'ordre, on donne souvent une idée, à 300 kg du mètre carré, donc une moyenne entre 250 et 350, donc c'est plus ou moins dans les 300 kg par mètre carré. Alors comment est-ce qu'on fabrique ici un prémur? Je vais vous montrer. Donc pour ce qui est de la vision générale et globale du processus de fabrication des prémurs et des prédales, plus orienté nous par rapport à ces prémurs, vous avez ici sur YouTube, vous tapez simplement dans la barre de recherche Rector Prémur et vous aurez ici les deux premières vidéos qui sont excessivement bien illustrées, bien représentées. Elles ne sont pas très longues, la première dure plus ou moins 4 minutes et la deuxième 10 minutes. Et vous aurez donc grâce à ça l'entièreté des explications qui sont utiles à la compréhension même de comment on produit les prémurs et comment on les place et quelles sont leurs caractéristiques vraiment propres sur chantier, que je peux m'amuser ici à donner, mais qui sont visionnables sur ces deux vidéos. Ça permet donc ainsi de gagner un petit peu de temps quant au placement donc des murs proprement dit. Alors vous voyez ici, ça c'est plutôt concernant les dimensions et les dispositions constructives quant aux ouvertures qu'on peut faire par rapport aux portes, voire aux fenêtres dans des murs pleins ou même murs préfabriqués, tels que prémurs. Donc là, on voit qu'il y a un minimum à garantir de 20 cm à la périphérie. Au niveau donc vraiment de la périphérie globale d'un panneau, on ne peut pas aller dans les ouvertures qui viennent en avant, donc des 20 cm. Et il faut respecter entre deux ouvertures au minimum 30 cm. Donc ça, c'est les dispositions minimales constructives pour garantir la stabilité générale des murs. Alors ce qu'on peut faire aussi dans les murs en préfabriqué, c'est qu'on peut y intégrer déjà les conduites, que ce soit les conduites par rapport à la circulation d'eau, que ce soit donc pour les baignoires ou même les WC, ou les conduites électriques. Donc c'est tout à fait faisable d'envisager le placement des deux. Un autre type de prémur que l'on n'a pas encore parlé et qu'on n'a pas vu dans la vidéo, ce sont les prémurs isolés. Donc ça, je vous ai pris de chez Alpha Béton le système de construction de prémurs, donc du système Pamaflex. Donc Pamaflex, c'est un système de construction pour les maisons passives, massives et flex pour flexible. Donc en fait, c'est un prémur où vous voyez ici à l'intérieur, il y a une isolation qui est prévue. Donc ça peut être une isolation soit en polyuréthane de 20 cm ou en polystyrène de
de 10 ou 20 cm. Donc ça ici, c'est possible de le faire suivant ce cadre-ci. Les tiges qui maintiennent en place les deux lames de béton sont des tiges qui sont faites en genre de fibre de verre qui garantissent le fait qu'il n'y ait pas de pont thermique entre la face donc qui est la face extérieure du pré-mur et la zone qui la relierait par ces tiges à la face intérieure. Donc ça, ce sont des tiges encore très spécifiques. On voit les étanchéités, les boudins bleu clair et bleu ciel qui sont les étanchéités par rapport aux fuites de béton et l'étanchéité à l'air qui peuvent être faits aussi avec ces deux types de boudins. Ça donc ce sont pour les prémurs isolés donc au niveau des caves. Après au niveau des murs d'étage, en fait on voit que c'est un mur porteur en béton de 14 cm situé donc ici derrière, avec ici en jaune comme on le voit sur l'illustration 27 cm de polyuréthane qui garantissent l'isolation complète de notre panneau. Après dessus, il y a des systèmes comme vous voyez des genres de U, donc qui sont des connexions en inox pour les finitions de façade. Alors qu'est-ce qu'on voit ici comme niveau de façade? Soit du crépi, de la brique, des pierres fendues, du bardage bois ou de la tôle inox. Donc tout ça est envisageable au niveau même de la finition. Comment est-ce que ça se monte? Ça se monte comme un système préfabriqué. C'est un système préfabriqué mais qui est isolé. Donc c'est un mur plein sur lequel on est venu poser l'isolation. Donc on le pose à l'aide d'une grue mobile, des sangles et on vient déposer le système. Au niveau de la toiture, ce serait aussi un système préfabriqué mais c'est pas aussi épais qu'un voile. Donc en fait ici on travaille avec un voile simple de 6 cm sur lequel on a mis une isolation au niveau de la toiture donc de 35 cm de polyuréthane. Ces éléments donc sont posés sur une genre de sablière si vous voulez, et alors ils ont une portée maximum de 6 mètres puisque comme il n'y a pas d'éléments rigidifiants, on ne peut avoir qu'une portée maximale de 6 mètres, mais s'il y a une pente de toiture plus grande, on peut les coupler à l'aide tout simplement d'un élément de structure intermédiaire. Vous avez en fait sur la gauche un petit icône où il y a les détails techniques. Donc là, pour ces détails techniques, vous avez à chaque fois l'intitulé. Donc si je prends par exemple une liaison en forme de T entre deux éléments et un mur intérieur. Donc ici vous allez avoir le PDF avec le petit schéma AutoCAD qui vous montre comment l'élément est fait. Donc vous voyez, vous avez voilà, pardon. Voici. Vous avez le mur intérieur donc de 14. Mur intérieur de 14. Mur extérieur, je vais y arriver, pardon. Mur extérieur de 14. Mur extérieur de 14. Vous avez le mur intérieur aussi. Qu'est-ce qui va différencier le mur intérieur du mur extérieur? Le mur extérieur, c'est celui où il y a les 27 cm d'isolation en polyuréthane. On retrouve pour chaque fois la connexion entre murs, donc le système de boucle avec l'armature ici à l'intérieur et le Groutex qui est coulé donc à l'intérieur pour faire la jonction entre tous nos murs. Donc là, vous voyez que c'est un détail possible. Maintenant, vous pouvez en avoir toute une série. On retrouve notamment dans ce détail les fixations ici en inox, donc pour pouvoir mettre le panneau de finition extérieur qui est tout à fait faisable. Vous pouvez avoir aussi les jonctions dans les coins de mur. Vous pouvez avoir aussi, je vais vous montrer, voilà, des finitions au niveau des pieds de fondation. Donc là, vous voyez, détail assez simple. Vous avez sur prémur non isolé. Donc ici, vous avez votre semelle de fondation, le drain, prémur non isolé, prédalle, dalle coulée avec remplissage du prémur. Une fois que ça est fait, vous voyez, on met un premier bloc ici, comme ceci, qui viendra supporter l'assise au niveau béton, l'isolation qui viendra jusqu'en dessous. On viendra bien évidemment mettre une chape en polyuréthane projetée avant le revêtement ici au-dessus et la chape de compression.
Et on remettra donc ici la bande que je vous ai montrée, la bande gonflante pour l'étanchéité à l'air, avec forcément un peu de mousse polyuréthane ici pour garantir en fait la continuité au niveau de notre isolation comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez différents systèmes possibles pour le calcul au niveau des finitions, vous avez même au niveau des toitures, pour les détails techniques qui concernent le système Permaflex. Alors, comme vous voyez, les murs sont composés souvent avec les prédales. En pratique, comment est-ce qu'on fait? On place d'abord nos prémurs, on coule la plupart du temps le béton dans les prémurs, on pose les prédales et on fait la jonction de finition avec la chape de compression sur nos prédales. Pour la fin ici donc de ce chapitre, comme vous le voyez pour les assemblages, je vais vous montrer pour les voiles comment est-ce qu'on fait les assemblages entre un voile et le plancher, entre les parois intérieures et le plancher, au niveau même ici la finition extérieure. Donc tous ces éléments là on va essayer de les voir ensemble. Ce qui m'intéresse surtout de le voir, c'est au niveau des chaînages, ce qu'on avait fait ensemble au préalable pour vraiment avoir une continuité dans la matière. Alors ici on est donc dans l'assemblage de mur, donc comme ceci, dans la continuité, avec le mur qui revient là. Qu'est-ce qu'on observe? Vis-à-vis des murs, on voit le chaînage vertical ici. On retrouve un renfort d'armature au niveau du voile dans sa partie supérieure. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est là où va venir s'appuyer le plancher. On retrouve ici un chaînage qui est le chaînage horizontal, pardon, je vais y arriver. On retrouve toujours ici une possibilité d'armature qui seront mises en attente là-bas avant le bétonnage propre à la pose donc des planchers qui reviendront se mettre vis-à-vis de la chape de compression ici. Ça c'est le premier type de détail d'assemblage. Le deuxième c'est celui avec une façade mais où le plancher ne repose pas dessus et est simplement mis au niveau de la continuité. Là c'est le chaînage horizontal comme ceci qui viendra solidariser les éléments de façade avec notre plancher. Et puis ensuite vous avez le chaînage vertical qui est ici. Troisième type d'assemblage, celui-ci. Donc là on est à l'assemblage entre mur, plancher. Deux possibilités. Soit on travaille avec des dalles alvéolaires, soit on travaille avec des prédales. Si vous travaillez avec des voiles qui reposent, des dalles alvéolaires qui reposent sur des murs, en fait vous avez juste le chaînage vertical qui est ici, et on remettra encore à l'intérieur, bien évidemment, un chaînage longitudinal. Même chose ici, chaînage vertical, et on viendra reposer dessus sur notre prédale le chaînage longitudinal. Dernier type d'assemblage là-dessus, ce qu'on connaît d'habitude, les joints crantés. C'est eux qui assurent la jonction entre nos éléments à l'aide bien évidemment des boucles d'armature et l'armature centrale dans laquelle le Goodtex est coulé.